Ce qui est frappant avec l'étouffement de l'affaire Epstein, c'est que ça a commencé avec Bush II, Bush aux capacités cognitives limitées, puis ça s'est poursuivi avec Obama, puis avec Trump, puis Biden, et maintenant de nouveau Trump. Donc il y a eu 2 administrations présidentielles républicaines et 2 administrations présidentielles démocrates. L'étouffement de l'affaire Epstein est donc un effort bipartisan, et les démocrates nous le montrent. Nous allons parler avec Nick Bryant, qui est un expert de l'affaire Epstein. Il est déjà venu dans l'émission et il vient de publier un nouvel article sur une dissimulation prolongée autour d'Epstein. C'est en quelque sorte la dernière version de cette dissimulation. C'est un journaliste, auteur et militant. Il a publié le livre noir de Jeffrey Epstein en 2015 et il est le fondateur d'Epstein Justice. Il est aussi l'auteur de Le Scandale Franklin, une histoire de courtier en pouvoir, de maltraitance d'enfants et de trahison, ainsi que de La vérité sur le Watergate, une histoire de mensonges et de menteurs extraordinaires. Alors, bienvenue de nouveau dans l'émission, Nick. C'est un plaisir d'être avec vous, Katie. Oui, merci beaucoup de nous rejoindre. Qu'avez-vous besoin de nous dire avant d'aborder votre dernier reportage? Sur quoi d'autre pensez-vous devoir tenir le public informé concernant les dossiers Epstein, les derniers éléments de ces dossiers, toute actualité liée aux survivantes ou la manière dont l'administration Trump gère cette affaire? Ce que nous voyons maintenant, c'est que nous savons que l'administration Trump ne va inculper aucun d'entre eux. Ils sillonnent le pays pour interroger des co-conspirateurs qui leur mentent en toute impunité. Je vais vous donner un exemple. Les Wexner, devant la commission de surveillance. Et c'était assez étrange que cette commission se rende à Columbus dans l'Ohio, au lieu de le convoquer et de le faire venir à Washington, D.C. Mais il a déclaré que la dernière fois qu'il avait parlé à Jeffrey Epstein remontait à 2006, alors qu'il existe en réalité des emails datant de 2008. Et Jeffrey Epstein a donné 56 millions de dollars à les Wexner en 2011. Franchement, peu importe à quel point vous êtes riche, vous n'oubliez pas 56 millions de dollars. Il y a donc eu beaucoup de faux témoignages devant la commission de surveillance. Et c'est un crime. C'est un crime passible de 5 ans de prison. Et comme je l'ai dit plus tôt, on sait que l'administration Trump ne va inculper personne. Mais ce que les démocrates peuvent faire, c'est saisir la justice pour demander des inculpations et au moins consigner officiellement que cette personne a fait un faux témoignage devant le Congrès, qu'on le mette au dossier. Mais ils ne font même pas ça. Donc pour moi, c'est un peu du cinéma. Et concernant l'étouffement de l'affaire Epstein, ça a commencé avec Bush, jusqu'au Bush aux capacités cognitives limitées, puis ça a continué avec Obama, puis Trump, puis Biden, et maintenant de nouveau Trump. Donc il y a eu 2 administrations présidentielles républicaines et 2 administrations présidentielles démocrates. L'étouffement de l'affaire Epstein est donc un effort bipartisan, et les démocrates nous le montrent. Et pouvez-vous nous parler un peu de la manière dont cette dissimulation s'est déroulée sous les différents présidents? Y avait-il des différences ou était-ce essentiellement la même chose? En réalité, Trump nous a donné plus de transparence que n'importe qui. Bush père a créé la boîte de Pandore et Bush fils a tout simplement claqué la porte. C'était comme une boîte de Pandore. Obama ne voulait pas l'ouvrir, parce que si vous ouvrez la boîte de Pandore, alors la malédiction s'en échappe. Trump ne l'a pas ouverte, et Biden non plus. Mais une grande partie de la base MAGA de Trump l'a tenu à sa promesse de rendre publics les dossiers Epstein. Je pense donc que Trump croyait pouvoir entrouvrir très légèrement la boîte de Pandore, puis refermer la porte. Mais Epstein a la boîte de Pandore, et il a laissé sortir la malédiction.
C'est ça. Oui, on dirait que Trump est le seul qui vraiment... Enfin, c'est le seul qui est vraiment promis de faire quoi que ce soit à ce sujet, non? Oui, Mais c'est l'une de ses promesses. Enfin, il promet beaucoup de choses, puis souvent, il ne les tient pas. Celle-ci, disons qu'il semble l'avoir en partie tenue, mais aussi, sans surprise, en partie ne pas l'avoir tenue. Pouvez-vous revenir un peu sur la manière dont il a révélé certaines choses, mais aussi sur la façon dont il a empêché que d'autres soient révélées? je pense qu'il y a eu 3 bonds majeurs dans notre compréhension de Jeffrey Epstein. J'ai mis en ligne le carnet noir et les registres de vol en 2015. Puis en 2018, le Miami Herald a publié une série d'articles intitulés Perversion of Justice. C'était nos 2 grands bonds dans la compréhension de Jeffrey Epstein. Et maintenant, cette tranche de documents que Trump a rendu public constitue le bond majeur suivant. Et ce qu'elle montre? Eh bien, c'est clairement que tous ces milliardaires qui disaient n'avoir rien à voir avec Jeffrey Epstein mentaient. Et beaucoup d'autres personnes qui disaient n'avoir rien à voir avec Jeffrey Epstein mentaient aussi. Depuis des années, je connais différentes victimes d'Epstein. I've known various Epstein victims, and I've been... Et cela fait environ 24 ans que j'écris sur la traite d'enfants et que je mène des recherches sur ce sujet. En plus des victimes d'Epstein, j'ai appris à connaître des psychologues qui travaillent avec des survivants d'abus sexuels. 2 thérapeutes m'ont dit, dont l'un est un psychologue vraiment éminent, qu'ils suivaient des victimes d'Epstein qui avaient été victimes de traite alors qu'elles avaient moins de 10 ans. Et d'ailleurs, l'une de ces jeunes femmes a aujourd'hui donné beaucoup de détails sur l'intérieur de la maison de Jeffrey Epstein. Le psychologue la croit fermement. J'ai aussi appris à connaître plusieurs victimes d'Epstein, et certains de ces hommes étaient très sadiques envers ces petites filles. C'est difficile à croire. Epstein a livré ces petites filles sur un plateau à ces hommes, et certains d'entre eux étaient très sadiques. Donc, je dis depuis longtemps que nous avons affaire à des pédophiles sadiques, et que certaines de ces filles avaient clairement moins de 12 ans, voire moins de 10 ans. Et le lot de documents a vraiment corroboré ce que j'ai dit. On parle beaucoup de torture dans le lot de documents Epstein. Et puis, des gens envoient à Epstein des JPEG. Certains d'une fille de 10 ans, d'autres d'une fille de 11 ans. Donc cette affaire est vraiment néfaste. Et j'ai toujours su qu'elle l'était. J'ai commencé à enquêter là-dessus en 2011, mais le lot de documents a corroboré les choses que j'ai dites et pour lesquelles j'ai essuyé des critiques. Mais à ce stade, je suis conforté par les faits. Alors, parlons un peu de votre dernier article. Vous y posez la question, les survivantes d'Epstein sont-elles une fois de plus exploitées? Quelle réponse avez-vous trouvé à la question que soulève votre article? Eh bien, je regarde. Il y a une organisation qui s'appelle World Without Exploitation. Elle compte parmi ses membres plusieurs survivantes d'Epstein et a travaillé avec plusieurs d'entre elles. Et en fait, d'après ce que m'ont dit des survivantes d'Epstein, les personnes qui dirigent cette organisation choisissent elles-mêmes qui s'exprime devant le Congrès et qui ne le fait pas. Donc, même si les survivantes d'Epstein devraient être leurs propres gardiennes, World Without Exploitation semble jouer ce rôle de filtre. Et j'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. En tant que journaliste d'investigation, j'en fais depuis 1995. En général, mes intuitions, mes pressentiments sont justes. Si vous regardez ça en direct, vous n'avez vraiment pas de chance. Vous avez dû voir tout ça. Mais si vous regardez plus tard et que vous voulez voir l'intégralité de l'interview avec Nick sur Epstein sur Israël, vous pouvez le faire sur patreon.com/The Katie Halper Show.